de suite, l'invité du jour. Dans l'invité du jour, nous allons parler des plantes sauvages. Les plantes sauvages en ville, avec nos deux experts qui sont Marité et Jean-Marc Fourvel. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Vous faites partie du Jardin botanique d'Auvergne. On a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises déjà pour parler du Jardin botanique, pour parler de vos opérations, de vos longues marches en ville pour collecter, recenser toutes les plantes qu'on trouve. Et elles sont nombreuses ces plantes, on ne s'en rend pas forcément compte, mais voilà, elles sont bel et bien là. Tout est né, alors on va parler d'un ouvrage qui va sortir, qui va s'intituler Sauvages dans la ville, un guide des plantes sauvages en milieu urbain. Et il faut dire que de ce livre est né aussi quelque part conjointement, où vous allez me dire comment ça s'est fait, de l'opération nationale Les plantes sauvages de ma rue, oui. Initiée par le Muséum d'Histoire naturelle. Donc vous êtes un des référents localement. Oui, tout à fait. C'est ça, Jean-Marc. Oui, tout à fait. Donc, ici, au niveau local, on a pris en charge cette organisation avec ce jardin botanique d'Auvergne dont nous nous occupons. Et on met en place des correspondants dans les communes du département du Puy-de-Dôme et de la région Auvergne pour que chacun puisse faire l'inventaire des plantes qui se trouvent dans la rue, former des groupes, etc. Ouais, on est là dans ce qu'on appelle les sciences participatives, c'est-à-dire qu'on invite les citoyens à participer. Voilà, et personne ne détient la science infuse. Il y a un connaisseur qui guide les sorties sur les trottoirs, mais voilà, donc effectivement c'est des échanges et c'est une occasion d'apprendre. Oui, ça a bien pris, les gens se sont intéressés à ce dispositif. Il y a pas mal de groupes en Auvergne qui se sont formés pour les recenser. Là, autour de Clermont-Ferrand, c'est une dizaine de groupes sur une dizaine de communes, on peut en citer quelques-unes. Oui. On a Cournon d'Auvergne, on a Chamalières, Royat, Saillat, Blanza, Billon, une petite commune aussi au nord de Clermont, Chapuisat, et puis Clermont-Ferrand, bien évidemment. Donc vous voyez, on essaime et on voudrait essaimer encore un peu plus. Encore un peu plus. Et l'avantage d'avoir ces petits groupes qui recensent, ça sert à quoi finalement de regarder quelles sont les plantes qui sont dans nos villes ? Alors ça, c'est les scientifiques du muséum qui s'occupent, ils triturent les informations qu'on renvoie, voilà, et ils vont pouvoir dire oui ou non, est-ce que le réchauffement climatique est bien perçu par les plantes, quels sont les mouvements des plantes que l'on a, puisque c'est une opération nationale, donc on devrait avoir une lecture un peu plus précise de ce qui se passe au niveau de ces plantes sauvages, et puis voilà. Nous, sur le terrain, ça nous permet de faire connaître les plantes sauvages qui poussent chez nous, et c'est l'objectif principal du jardin botanique. Donc toutes les solutions sont bonnes. Ouais. Et puis c'est aussi une opération assez conviviale, puisque là les groupes se forment, les gens se connaissent pas forcément au départ. Je suppose qu'on fait des rencontres, il y a des liens qui peuvent se tisser. Bien sûr, puisque on incite, on essaie de chercher un référent sur une commune qu'on appelle un correspondant du jardin botanique d'Auvergne. Et puis voilà, il suffit pas pas besoin de connaître les plantes sauvages, mais il suffit d'aimer, d'organiser quelque chose dans sa commune, à 3, à 4, à 10, à 20, peut-être plus dans les grandes villes, et de décider des jours où on fait des inventaires, de m'inviter pour savoir comment que ça fonctionne, etc. Et puis les gens qui sont dans leur commune ne sont pas seuls, puisque au minimum une fois par an, on fait une réunion pour nos correspondants locaux et une formation qui est de toute manière créée à leur intention, où on parle de comment ça marche. Voilà, donc tout simplement, pas besoin de connaissances particulières, mais l'envie de faire quelque chose dans sa commune. Ce qui veut dire, Marité, qu'il faut sillonner les rues plusieurs fois, à plusieurs époques de l'année pour trouver ces plantes. Oui, on peut effectivement faire au printemps, faire à l'automne, sauf quand il fait trop froid l'hiver, et encore, quand il y a un rayon de soleil, c'est possible. Il reste quelques petites plantes. Oui. Même en hiver. Surtout cette année. Oui, surtout cette année où on a eu une année quand même très douce. Eh oui. Qu'est-ce que vous avez pu observer jusque-là ? Est-ce que les plantes sauvages sont nombreuses Vous avez couvert quel secteur ? Plutôt Clermont ? Non, nous on a couvert Chamalières. Oui. Alors sur Chamalières ?
Ah, sur Chamalières, il y en a beaucoup. Beaucoup. Oui. Sur une longueur de trottoir, puisque notre unité de base, c'est un trottoir. D'un carrefour à un autre, soit du côté pair, soit du côté impair. Et là, d'un carrefour à un autre, sur une centaine de mètres, lorsque on n'a pas l'emploi de désherbant, eh bien, on peut observer 20, 30, 40, voire des fois plus. Ah oui, alors c'est sûr qu'on ne l'a pas dit, mais les communes qui utilisent des désherbants, là forcément les plantes elles sont beaucoup moins nombreuses. Hein. Voilà. Alors cette opération pour nous c'est un levier pour les communes, pour les élus qui peuvent nous faire appel pour diffuser la bonne parole auprès de leurs concitoyens. On est dans l'acceptation du végétal en ville parce que le végétal en ville c'est pas sale, c'est pas ce qui fait l'insalubrité d'une ville, mais au contraire, on explique dans cet ouvrage, et j'explique tout au long de mes rencontres, eh bien que les plantes sauvages, en fait, c'est quelque chose qu'on peut lire par leur présence, et on est sûr qu'il n'y a pas de désherbant. Et puis quand on y réfléchit, c'est un peu absurde parce que parfois on va dépenser des sommes extraordinaires pour planter des plantes qui vont fleurir juste sur 1 mois ou 2, qu'on va devoir entretenir, arroser, couvrir contre tel ou tel dégât météo, etc. Et puis d'un autre côté, on va bien scrupuleusement arracher toutes les plantes qui elles sont en pleine forme et qui ont poussé spontanément. C'est un peu absurde comme démarche, ce qu'on a eu jusque-là. Oui, disons que c'est une autre forme de jardinage en fait, oui. Parce que on s'intéresse à une flore et je vous assure, puisque la pratique est là, les gens qui travaillent avec nous renvoient leurs observations et il est bien évident que on n'a plus le même regard sur la nature en ville. Et la nature en ville, c'est pas ces espèces qui viennent de loin, de Chine, d'Amérique, etc. pour fleurir nos jardins. Elles sont belles ces plantes bien sûr, mais chez nous on a quand même nos petits trésors, ça fait partie de notre patrimoine végétal. Oui. Et ceci, lorsqu'on fait des observations avec une petite loupe, lorsqu'on est sur les trottoirs, donc qui sont vraiment des lieux qui sont vraiment très secs, etc. Il y a des conditions de vie pour les plantes qui sont très rudes. Eh bien, avec l'appareil photo permet de saisir des instants où il y a des plantes qui sont en pleine forme, qui font leur floraison, qui émettent leurs graines et qui arrivent à faire leur cycle complet. Et ça, c'est une démarche où on apprend ce qu'on appelle la botanique. Oui, et puis l'humilité aussi, parce que quand on s'aperçoit dans quelles conditions une plante est capable de pousser, contre quoi elle est capable de se battre et malgré tout de se développer, c'est quand même formidable. La meilleure façon de voir cela, c'est d'observer un mur. Oui. Et là, lorsqu'on a la chance que ce mur ne soit pas traité au ciment, mais traité à la chaux, et la chaux permet donc, on peut inviter les plantes sauvages à venir là. Ouais. Oui. On va revenir ensemble dans un instant, Jean-Marc et Marité, sur les plantes que vous avez découvertes sur ces fameux trottoirs à Chamalières ou ailleurs. On verra si elles sont très variées, différentes. Ah oui. Quelle surprise. On parle de jardins, enfin plus particulièrement de plantes sauvages en ville, de ces jardins spontanés qui existent par-ci par-là. Il faut encore avoir le souci de les regarder et de porter ses yeux où il faut. C'est d'ailleurs un peu, Marité, les remarques des bénévoles qui ont participé à ces ateliers et qui sont ravis d'avoir eu cette expérience. Ils sont ravis d'être venus une fois ou deux avec nous et de reconnaître quelques plantes par rapport au début, ils ne connaissaient rien et puis en quelques fois, ils reconnaissent une dizaine de plantes. Et puis ils sont heureux quand dans une ville on retrouve tout un tas d'espèces différentes. Oui, et puis des jolies fleurs de toutes les couleurs, jaune, violet, bleu, rose, rouge. Oui. Les trottoirs fournissent une diversité un peu insoupçonnée au départ. Ah oui, il y en a une que j'aime bien, moi c'est la Cymbalaire, qui est sur les murs souvent, et qui fleurit un petit peu bleu-violet. Elle est vraiment très belle cette... Jean-Marc. Une petite chose technique pour cette plante-là. Oui. Lorsque la fleur est pollinisée, le pédoncule s'allonge
et le fruit, quand il va se former, il revient sur le mur pour que les graines puissent être vers le mur et avoir toutes les chances de rentrer dans une petite interstice, etc. Et cette plante, elle va développer des stratégies. Effectivement, les stratégies des plantes en ville, pour certaines, elles sont franchement adaptées. On parlait de la Saint-Valère, puis voilà. Alors, avec vous tout à l'heure, on parlait de toutes ces appréciations que les gens qui sont autour de nous ont. Et avec Marité, on a souvent cette réflexion où les gens sont un petit peu malheureux, n'est-ce pas? Ah oui. Quand des fois ils nous appellent en disant dans cette ville, vraiment, c'est triste. On voit que la mairie, les employés passent des désherbants parce qu'il n'y a rien. Il y a rien. Pourtant, des fois, les plantes sauvages, il se trouve des endroits vraiment comme cet orpin là dans une gouttière. Dans une gouttière, oui. Tout farfelu. Parfois c'est un mur, parfois c'est. Ah oui, il y a des endroits vraiment incroyables. Un tout petit peu de terre et hop. Et ça pousse. Et ça pousse. Oui. Lorsqu'on est sur un mur, il n'y a pas un gramme de terre. Il n'y a pas un gramme de terre. Voilà, mais ça pousse dans les interstices du goudron. Il suffit d'une fissure ou le long des murs, au pied des arbres. Et voilà, ça y est, la végétation, elle est là. Et puis, ma foi, lorsqu'on est habitué, c'est joli. Et comme on dit tout à l'heure, les gens qui ont pris l'habitude depuis un an ou deux, ou voire plus autour de nous, ils sont malheureux quand ils ne les voient pas. Voilà, ils ont changé de perception, c'est-à-dire que jusqu'à il y a peu, d'avoir un pissenlit ou n'importe quoi d'autre vert au milieu du trottoir ou au pied d'un mur, ça crispait beaucoup de gens. On est en train de faire marche arrière et de se dire que peut-être que c'est de ne rien avoir du tout qui est un peu qui est anormal. Alors, moi je dirais pas qu'on fait marche arrière. Mais on s'aperçoit qu'on est allé un peu trop loin et qu'on va aller sur une acceptation qui était là bien avant. Il faut se dire une chose, avec l'urbanisation galopante, les plantes sauvages essaient de se maintenir parce que il faut pas oublier que c'était leur territoire auparavant. D'accord ? Donc certaines sont complètement évincées parce qu'elles sont pas du tout adaptées à ça. Et puis les quelques plantes sauvages, même les plus communes, qui arrivent à résister à ces milieux-là, nous font l'amitié d'être présentes. Et ça, on en a besoin aujourd'hui. Vous savez, nos concitoyens souvent vont courir à l'extérieur des cités pour être en contact avec la nature, d'accord ? Oui. Beaucoup aussi courent en ville. Mais alors, si on avait un petit peu de verdure à mettre sous leur semelle, ça serait aussi sympathique et agréable. Oui, profitable à tous. Et quelles sont les espèces les plus répandues en ville ? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, un top 5 des plantes qu'on retrouve les plus couramment sur les trottoirs ? On peut pas appeler ça, on pourrait faire statistiquement un top 5, mais voilà. Tout dépend d'une ville à une autre, ça peut être complètement différent. On a des différences d'altitude dans notre département, et une ville qui va se trouver plus haut, ça va pas être la même chose qu'une plante qui pousse dans une ville qui est en plaine, par exemple. Alors, à Chamalières ou Clermont, par exemple, les espèces les plus typiques. Le pissenlit. Le pissenlit. Oui, bien sûr. D'accord. Le pissenlit. Celui-là, tout le monde le connaît, là. Voilà. Tous les auditeurs qui nous écoutent. On a une petite morelle. On a une plante que les jardiniers connaissent bien pour être implantée dans les jardins potagers. C'est le mouron blanc. Qu'on n'aime pas dans les jardins potagers. Alors ça, c'est particulier. On n'aime pas. Mais si, on adore. Le mouron blanc, elle se mange en salade. Alors, il ne faut pas le ramasser en ville, n'est-ce pas ? Mais dans son jardin, on va pouvoir. Et puis, quand on le rencontre, à la campagne, on va pouvoir en faire une salade. Alors, d'accord. Ah non, mais c'est pas une de ces plantes que le jardinier éradique systématiquement. Oui. Si, ça fait partie de ça aussi. À tort. Au jardin botanique, on donne une initiation au jardin potager auquel tout le monde peut participer. Vos auditeurs peuvent venir à notre rencontre. On est à Blanza. Et donc, on est dans l'acceptation à tous les niveaux, en ville, mais aussi au jardin potager.
au jardin potager, on voit qu'on peut cultiver les légumes même sans avoir un sol nu. D'ailleurs, un sol nu, c'est une aberration. Et lorsqu'on veut cultiver d'une manière écologique, on doit accepter ces herbes qui sont là dans le potager. Donc, vous voyez, oui, parce que le sol nu, c'est l'autoroute pour tout ce qui va pouvoir pousser. Oui. Et puis c'est l'autoroute aussi pour le vent qui emmène les éléments les plus fins lorsqu'il fait sec, et les éléments les plus fins sont vraiment très pour utiles. Le dessèchement aussi. Enfin bon, tout. Il faut arrêter. Il faut arrêter les sols nus dans les potagers. Autre plante qu'on retrouve couramment à Chamalières ou sur Clermont dans nos territoires. Celle-ci, par exemple, on feuilletait, on tourne les pages de notre ouvrage. Dont on va parler après. On a ici le lamier pourpre. Alors c'est une plante qui est très sympa. Non seulement elle a des fleurs roses, mais les premières feuilles et les feuilles qui sont terminales sont de couleur pourpre. Là on a une photo là. Est-ce qu'on peut confondre un peu avec les orties quand on s'y connaît pas trop? Alors. C'est pas ça? Feuilles ressemblent. Parce que les lamiers, notamment le lamier blanc, on l'appelle l'ortie blanche. Mais c'est une ortie que par le nom et non pas d'une manière botanique. D'accord? Voilà. C'est pour donner une image aux auditeurs. On parlait tout à l'heure des plantes les plus communes. Aussi, on trouve cette fameuse ortie qui pique, n'est-ce pas? Voilà. Donc, Urtica dioica, on va la retrouver aussi en ville. Et bien souvent, c'est un élément qui nous permet de dire que là où elle est implantée, eh bien, c'est un sol riche, notamment riche en azote. Ah oui. C'est une plante indicatrice des sols riches en azote. D'accord. Celle-ci, puis d'autres. Ah oui. Et puis il y a peut-être des plantes aussi qui indiquent quand c'est pas trop pollué, quand l'air est moins pollué qu'ailleurs. Alors bizarrement, on a plutôt affaire à non pas à des plantes, mais plutôt des lichens. Des lichens. Voilà, les lichens. Avec une courte éducation, on va pouvoir définir si l'air est très sain ou au contraire s'il est vraiment saturé, etc., un peu moins bon. Voilà. Et voilà, on aimerait trouver une classe justement à ce propos-là autour de Clermont-Ferrand pour travailler. Il suffirait d'avoir un instituteur qui souhaiterait nous rencontrer et faire travailler les élèves pendant une année. Répertorier des lichens par la couleur, donc c'est très simple. Et là, les enfants pourraient bien évidemment donner une image de la qualité de l'air. Mais voilà, ce sont ces plantes-là avec lesquelles on travaille. Mais ces plantes-là, les plantes à fleurs, voilà, non. Non, elles ne sont pas indicatrices. On revient sur ce livre qui devrait paraître, donc Sauvage dans la ville, Guide des plantes sauvages en milieu urbain. Un livre qui est presque financé, mais pas tout à fait. C'est pourquoi vous faites un appel à la générosité, et aux curieux, aux intéressés, à ceux qui voudraient vous donner un petit coup de pouce. Vous le faites sur Ulule. Vous lancez une petite collecte sur Ulule. Oui, Ulule, c'est un site de financement participatif. Donc chacun peut amener une contribution. Et alors on est généreux puisque c'est le système même d'Ulule, c'est qu'à chaque contribution, eh bien, il y a un retour. Voilà, donc c'est ce qui est bien, c'est ce qui nous plaît, c'est que pour chaque contribution, on va restituer quelque chose. Voilà. D'accord. Et donc pour certaines participations, contributions, il y a le livre qui est inclus. Qui est offert, d'accord, en contrepartie. Ulule, comment on vous retrouve sur la page Ulule? Alors, il suffit, ils ont une petite carte de France, on clique sur la partie Auvergne et on va chercher avec des mots-clés aussi, si on veut, flore sauvage. D'accord. Voilà. Et du coup, on pourra en connaître un peu plus avoir un peu plus d'informations aussi sur cet ouvrage-là, qui devrait sortir. Le projet est complètement défini, et donc on a les contributions, et puis on a un espace de communication avec nos contributeurs et les gens qui souhaiteraient. Donc il y a des avis que chaque contributeur ou chaque personne qui ont voyagé sur ce projet peuvent laisser leur avis. D'accord. Alors Marie, vous laisserez votre avis? Mais bien sûr. Sur Ulule pour le guide des plantes sauvages en
en milieu urbain. On parle aujourd'hui des plantes sauvages avec le Jardin botanique d'Auvergne, l'association du Jardin botanique d'Auvergne représentée ici par Marité et Jean-Marc Fourvel. Donc rendez-vous sur Ulule pour participer, apporter sa contribution au bouclage du financement de votre guide, le guide des plantes sauvages en milieu urbain. Un guide où chaque page présente une plante, une description, vous parlez d'un peu d'écologie, des propriétés, vous dites si elle est invasive ou pas, et puis bien sûr il y a des photos qui permettent de les reconnaître et puis à son tour de sillonner les trottoirs pour tenter d'en apercevoir une, voire plusieurs. Jean-Marc Fourvel et Marité, vous donnez aussi rendez-vous aux auditeurs le mardi 26 janvier. Ce sera de 9h à 11h à la Maison des Associations à Chamalières pour une permanence, réunion, rencontrer tous ceux qui seraient intéressés par le projet. Exact. Donc c'est de 9h à 11h. On donne aussi un numéro de téléphone peut-être, Marité ? Oui, alors vous pouvez appeler au 06 86 80 51 58. 06 86 80 51 58. Et puis l'association a également son site internet sur lequel on peut aller faire un tour. C'est ça. Donc sur le moteur de recherche, il suffit d'indiquer qu'on souhaite être en connexion avec le Jardin botanique d'Auvergne. Jardin botanique d'Auvergne, et on retrouve votre trace facilement. En tout cas, bravo pour cet ouvrage. Combien de personnes en tout auront participé grâce à ces ateliers, à ces promenades en ville ? Alors, les promenades en ville, autour d'une quarantaine de personnes, un petit peu partout, sur toutes les communes alentours. Ouais. Et une équipe de rédaction, on était une petite douzaine. D'accord, il faut bien ça. Ouais. Bravo à vous. Et une fois que le livre, 4 ans de travail dans ce livre, et une fois que le livre sera paru, que le bouclage financier sera fait, où pourra-t-on se le procurer ? Alors, on est allé voir la librairie des Volcans, et on aura une journée spéciale pour le présenter. Et les gens vont pouvoir venir chercher leurs livres qu'ils auront acquis par l'intermédiaire de cette participation financière. D'accord. Et pour ceux qui n'auront pas participé, peut-être on pourra se le procurer quand même, ultérieurement. Bien sûr. Voilà. On espère que tout le monde va se précipiter, va se l'arracher. Le prix, ce sera, Marité ? 18 €. 18 € pour 4 ans de travail. Ça fait pas cher. Bravo. Merci Marité, merci Jean-Marc Fourvel de l'association Le Jardin botanique d'Auvergne. Et donc, n'hésitez pas à faire un tour sur Internet pour retrouver des infos sur l'association et puis contribuer pour le livre sur Ulule. À très bientôt. À bientôt, Marie. À bientôt.